Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Chargé de TD. On a un peu upgrade, cette fois-ci on est passé à la vidéo. Je pense que ça sera mieux pour tous les supports type YouTube, même certaines plateformes de streaming, de podcast acceptent la vidéo, ce qui est top. Donc on va essayer de faire à la fois l'audio enregistré sur mon ordinateur et la caméra qui filme, et je vais essayer de faire tout ça bien synchronisé au montage, j'espère que ça fonctionnera. On est sur l'épisode 2.2, c'est la suite de l'épisode 2.1 qui était la première partie de la suite d'épisodes consacrés à la posture de l'étudiant. Donc on est sur un épisode aujourd'hui consacré au cas pratique, quand le dernier, en tout cas le premier épisode de cette série d'épisodes, était consacré aux commentaires d'arrêt. Pour anticiper, l'épisode 2.3 sera consacré, pour finir cette mini-série de vidéos, sera consacré à la plaidoirie. Donc c'est finalement la mise à l'oral de tout ce qu'on va voir dans l'épisode d'aujourd'hui. On va pas attendre beaucoup plus longtemps, on va directement aller dans le vif du sujet. Cet épisode, comme d'habitude, finalement, comme tous les épisodes de ce podcast, va s'intéresser à la façon dont l'étudiant doit se positionner quand il réalise cet exercice. Je vais donc pas donner des exemples pratiques de type il faut un exemple méthodologique, tu dois faire comme ça, je te conseille plutôt de faire comme ça. C'est pas des conseils concrets que je donne, c'est pas des conseils d'application en tant que tel, c'est vraiment des conseils de qu'est-ce que l'étudiant doit garder en tête, hein, comment finalement toutes ces informations il va s'en servir pour structurer ensuite son raisonnement. Parce que dans un podcast, je ne vais pas pouvoir prendre un exemple, c'est-à-dire je ne vais pas pouvoir prendre un document sous les yeux que vous pourrez voir pour ensuite que je vous dise vous devriez réaliser l'exercice de telle façon. Non, au contraire, moi ce que je veux vous donner, c'est des éléments que vous allez garder en tête toujours quand vous allez réaliser ces exercices. Donc c'est exactement ce qu'on a fait la semaine dernière pour le commentaire d'arrêt, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui pour le cas pratique, et c'est ce qu'on fera la prochaine fois pour la plaidoirie. Et je pense que pour la plaidoirie, ça sera beaucoup plus intéressant, mais c'est nécessaire de passer par ces étapes une par une, et nécessaire de passer par le cas pratique pour ensuite aller sur la plaidoirie. Entrons dans le vif du sujet. Si on parle de posture de l'étudiant dans le cadre du commentaire d'arrêt, on parle aussi de posture dans le cadre du cas pratique, mais il y a une subtilité supplémentaire, c'est que quand vous réalisez un commentaire d'arrêt, on attend pratiquement tout le temps la même chose de vous, si ce n'est qu'en fonction du type de décision, on va peut-être avoir une procédure qui est différente, on va peut-être avoir quelques attendus qui sont légèrement différents au stade de l'introduction. Par contre, l'objectif du devoir, du commentaire d'arrêt, est toujours le même, ce qui n'est pas le cas, attention, pour le cas pratique. Il faut savoir qu'il existe plusieurs types de cas pratiques, et c'est par ça qu'on va commencer. Donc la première partie de cet épisode, ce sont les différents types de cas pratiques. Tous les cas pratiques ne se ressemblent pas, et par conséquent, on n'attend pas la même chose d'un étudiant en fonction de l'énoncé, en fonction du cas pratique qu'on va lui demander de réaliser. Quand vous êtes en première année, vous allez vous rendre compte, et les étudiants en deuxième année, troisième année, en master le confirmeront, que vous allez avoir souvent en TD des cas pratiques avec des questions simples. On va préférer vous donner un cas pratique très simple à réaliser, dans lequel une seule question se pose, plutôt que de vous donner un gros cas pratique complexe, c'est-à-dire dans lequel plusieurs questions se posent pour arriver à une conclusion générale. Non, on va préférer du coup la première méthode, celle que je viens d'exposer, c'est-à-dire une situation, un questionnement juridique, un problème concret qui se pose, et une solution qui est appelée par votre raisonnement. On va préférer vous en donner plein des petits comme ça, pour vous familiariser avec la méthode, avec une question simple et unique. Ça se complique un peu, soit à la fin directement de la première année de licence, soit durant la licence et ensuite pendant le master, puisque viendront ensuite, je l'ai un peu abordé déjà, le cas des cas pratiques plus complexes. C'est-à-dire on va vous mettre une situation en exergue, on va vous dire il se passe ça, comment on résout le problème de la personne qui est venue vous voir par exemple. Et vous vous rendrez compte qu'une question appelle une autre question. C'est-à-dire que vous ne pourrez pas répondre à une question, à la question principale qui va se poser, tant que vous n'aurez pas répondu à des sous-questions. Là, on va être dans un cas pratique plus complexe. Et il va être nécessaire pour vous de savoir si une seule ou plusieurs questions se posent. Et ça s'analyse finalement de la structuration du cas pratique de l'énoncé, et des problématiques et des notions qu'on essaye de vous faire dégager.
on a des... Alors ça, c'est est-ce qu'une ou plusieurs questions se posent? Parfois, c'est pas tant le nombre de questions qui se posent qui va faire changer votre posture, mais c'est littéralement la posture qu'on va vous demander d'adopter. Je m'explique. On ne va pas vous demander la même réponse à un cas pratique en fonction de l'énoncé. Si dans l'énoncé, on vous dit, vous êtes un avocat, vous êtes un juriste, peu importe, je viens vous consulter en amont de la réalisation d'un potentiel problème, puisque j'aimerais estimer les risques que j'encours, les risques juridiques qui peuvent intervenir si cette situation se réalise ou non. Vous n'adopterez jamais, jamais le même raisonnement que si on vous disait, vous êtes un juge, la situation s'est produite, vous devez trancher le litige. C'est logique, mais ça mérite d'être exposé, puisqu'en fait, ça va à la fois impacter le fond de votre réponse, puisqu'on va vous demander, si on vous demande d'être juge, d'avoir une réponse tranchée. Si vous êtes conseil, en tout cas avocat, on va vous demander de défendre un parti pris quand la situation s'est déjà posée. Et à l'inverse, du coup, quand vous êtes dans une situation de conseil, avant qu'un risque se réalise, une fois de plus, on ne va pas vous demander d'avoir un parti pris, puisque en fait la situation ne s'est pas réalisée, et on va vous demander d'analyser les risques potentiels. On va vous demander finalement d'aller ouvrir toutes les portes, toutes les potentialités qui pourraient intervenir à la suite de la réalisation de ce risque. Donc ça impacte à la fois votre réponse, dans le fond, mais aussi dans la forme, nécessairement. Ça va dépendre des étudiants, mais dans l'absolu, il n'y a généralement pas de difficulté si par exemple dans l'énoncé, on vous dit, vous êtes avocat conseil et vous devez conseiller votre client qui vient vous poser telle et telle question. Il n'y a aucune difficulté à ce que dans la forme, vous adoptiez réellement cette posture et que vous vous incarniez dans un avocat conseil dans la façon de vous exprimer. En fait, cette façon de s'exprimer est plutôt libre en réalité et va dépendre de la posture qu'on vous demande d'adopter dans l'exercice du cas pratique. Donc, vous voyez que cette histoire de posture, elle n'est pas si simple parce qu'on vous dit, non seulement, enfin c'est ce que je vous dis, mais c'est ce que tous les profs vous diront, non seulement vous devez savoir le rôle que vous avez par rapport à la situation, est-ce que vous êtes un avocat? Est-ce que vous êtes un avocat qui défend du coup une thèse? Est-ce que vous êtes un juge qui va trancher ou est-ce que vous êtes un conseiller qui va évaluer les potentialités? Autre incidence, c'est est-ce que la situation problématique qui qui va amener la question juridique, qui va amener le problème juridique, la problématique juridique, est-ce que cette situation est potentielle, future, ou est-ce qu'elle a été réalisée? Là encore, vous n'allez pas apporter une réponse similaire, une réponse identique, puisque si la situation s'est déjà passée, vous avez les éléments en main. Si la situation est future, potentielle, il va vous manquer des éléments et surtout plusieurs branches vont s'ouvrir. Okay, sachant qu'on ne va jamais vous demander en tant que juge, dans un cas pratique, d'imaginer une situation future, puisque si on vous met dans le rôle d'un juge, on vous demande de trancher. Et donc, en fait, quand j'abordais dans le premier point les différents types de cas pratiques, c'est vrai que je ne suis pas passé à la partie 2, mais elle s'est induite un peu toute seule sur l'impact de votre posture sur votre façon de raisonner, de répondre aux problèmes de droit, problèmes juridiques qui se posent dans le cas pratique. Ça, c'était la partie 2 qui s'est un peu induite. Mais donc, vous avez plusieurs choses à prendre en compte. Et ça, c'était la partie conclusive, si je peux dire, la partie 3. C'est que, en fonction de ce qu'on vous demande d'analyser comme type de situation future ou passée, et en fonction du type du cas pratique, est-ce que c'est un cas avec une seule question, est-ce que c'est un cas avec plusieurs questions, et en fonction du rôle qu'on vous demande d'adopter, juge, avocat, juriste dans une société, vous allez apporter une réponse différente. Et ça, c'est à vous, toujours, de l'identifier. Et ça s'identifie du contexte dans lequel votre cas pratique va évoluer. Alors parfois, le correcteur peut être très explicite sur ses attentes et faire figurer son attente directement au sein de la consigne. Il pourra par exemple plutôt qu'une simple question, si je puis dire, qu'on pose beaucoup en droit, qu'en pensez-vous? C'est une question très générale qui peut appeler très bien à une seule question comme à plusieurs problèmes de droit qui s'imbriquent les uns dans les autres pour répondre à une problématique générale.
parfois le correcteur va être très explicite, il va vous dire la question globalement c'est ça, il va falloir la reformuler avec des termes juridiques plus précis, mais qui va directement du coup vous emmener sur une voie plutôt qu'une autre. Vous allez difficilement pouvoir vous tromper. Sinon, c'est à vous de savoir qui vous représentez, qui vous êtes concrètement dans ce litige qu'on vient vous exposer. Mais dites-vous tout le temps, quand vous faites un cas pratique, je suis un sachant, entre guillemets, du droit, je connais le droit, je suis en capacité de raisonner autour du droit, et c'est pour ça que quelqu'un, ça c'est un exercice mental que vous faites, hein, mais c'est pour ça que quelqu'un vient me demander quelque chose, soit un conseil, soit une réponse. D'accord? Si vous êtes le juge, on va vous demander une réponse tranchée. On ne va pas vous demander des potentialités. Sinon, vous ne remplissez pas votre rôle de juge. Si vous êtes un avocat, effectivement, cette fois-ci, on va beaucoup plus vous demander un conseil si la situation ne s'est pas réalisée. Par contre, si vous êtes un avocat contentieux et qu'une situation s'est présentée et que vous devez présenter, et là c'est ça qui fera l'objet de l'exercice sur la plaidoirie du prochain épisode, si on va vous demander de défendre une thèse, encore une fois, vous allez aussi devoir adopter un point de vue tranché. Alors vous n'allez pas trancher le litige comme un juge le ferait en disant un tel a raison et un tel a tort, mais vous allez devoir défendre le point de vue de votre client. Tout ça, toujours à le garder en tête. Voilà. C'est globalement tout ce qu'on pouvait dire sur la présentation du cas pratique. Évidemment, il y a des choses à aller plus en profondeur. Le cas pratique est un exercice simple en apparence, complexe à réaliser, dans la mesure où, passé la première année de licence, on va vous demander d'être en capacité d'imbriquer les raisonnements les uns dans les autres. On va vous demander d'être en capacité de poser une question, d'en poser une autre et d'en poser une autre pour répondre à la question globale, ce qui n'est pas facile. Ce qui va vous demander, et là j'en reviens à ce que j'ai pu dire sur le syllogisme, ça va vous demander d'être en capacité d'adopter une structuration de votre raisonnement impeccable, si je peux dire, parce qu'on ne doit pas être en mesure de vous mettre en échec dans votre raisonnement. C'est à vous de nous empêcher de vous mettre en échec dans votre raisonnement. Et les cas pratiques qui sont les meilleurs, c'est finalement ceux qui sont les plus académiques, en tout cas à l'université. Si votre majeur, mineur, conclusion qui emmène sur une autre majeure, mineure, conclusion, et en suite, jusqu'à répondre finalement à la question finale, à la question principale, au questionnement que la personne qui est venue vous voir, évidemment personne n'est venu vous voir, c'est un exercice qu'on vous demande de réaliser, mais mettez-vous en tête que quand vous faites ce petit cas pratique, il y a quelqu'un qui est venu vous voir. Toutes ces questions auxquelles vous avez répondu successivement vont vous permettre de répondre à la question finale. Et plus votre syllogisme est impeccable dans sa forme, plus il est impeccable dans le fond également, plus votre note sera meilleure parce que votre raisonnement sera aussi impeccable. Voilà, ça c'est pour le cas pratique. C'était super important d'en parler avant la plaidoirie, puisque dans le prochain épisode où on abordera la thématique de la plaidoirie, vous vous doutez bien que pour défendre une thèse, défendre un projet à l'oral devant une juridiction, devant votre prof, quand vous allez faire des exercices de plaidoirie, mais plus tard, quand vous serez amené vraiment à plaider devant les juridictions, il faut être impeccable sur le fond. La forme viendra au service du fond, ça je le répéterai autant de fois que nécessaire dans tous les épisodes, et vos profs le répéteront autant que nécessaire quand ils vous donneront cours, mais la forme vient au profit du fond, mais avant que vous mettiez tout ça en forme, il faut un fond impeccable. Et le fond impeccable passe par le cas pratique, c'est ce qu'on a venu aujourd'hui, la réalisation, la mise en forme finalement de votre raisonnement. Euh, Finalement, le fond sert la forme, mais la forme vient en amont du fond, c'est-à-dire qu'avant même de présenter votre exposé à l'oral, votre plaidoirie à l'oral, sur la forme, ça sera déjà clair dans votre tête. Vous aurez déjà structuré votre raisonnement une première fois à l'écrit, déjà, parce qu'il faut garder en tête que même les avocats qui viennent plaider devant les juridictions civiles, avant de venir plaider devant le magistrat, ont déjà déposé leur conclusion. Leur conclusion, c'est la mise en forme de leur structure, de leur raisonnement, la mise en forme de leur idée de fond. La plaidoirie viendra, c'est pour ça que je dis que la plaidoirie viendra après la mise en forme de votre fond. C'est une remise en forme une deuxième fois de ce que vous avez déjà dit sur le papier. C'est littéralement ce qui se passe tout le temps devant les juridictions civiles. Voilà pour l'épisode d'aujourd'hui. Le cas pratique, c'est un exercice fondamental qui demande de la rigueur et une bonne méthodologie. Il faut toujours prendre le temps d'identifier son type, donc le type de cas pratique, tout le temps. C'est l'exercice fondamental que vous devez faire avant de commencer un cas pratique. Identifier quel type de cas pratique c'est.
pour adopter la posture adéquate. D'accord ? Sinon, tu vas forcément t'engouffrer dans une erreur et tu vas risquer le hors-sujet. Si implicitement tu devais comprendre que tu devais trancher et que finalement tu donnes un conseil et tu établis les potentialités, ou inversement, si tu donnes une réponse trop fermée à une personne qui vient uniquement te consulter pour une situation future, tu ne remplis pas les attendus de l'exercice. Si cet épisode t'a aidé, je te prie de le partager. N'hésite pas à le faire avec tes camarades, avec les camarades de promo ou autres, n'importe qui que ça pourrait aider. Et n'hésite surtout pas à dire dans les commentaires, je pense que c'est possible en dehors des commentaires YouTube sur certaines plateformes de podcast de préciser, de faire des commentaires et donc de préciser quel type de sujet tu souhaiterais que j'aborde dans le futur. A très bientôt pour un nouvel épisode de Chargé de TD.